Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, après 3 semaines, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast sur la thématique de ces peurs qui empêchent de s'épanouir. Vous avez probablement découvert l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, émission dans laquelle 4 invités ont échangé sur la peur de l'engagement. Une émission riche en plusieurs points que vous pouvez découvrir sur la chaîne YouTube de Relationnellement Vôtre. J'aimerais vous proposer un apport psy complémentaire à l'émission à travers l'épisode d'aujourd'hui et ce, en compagnie d'Isabelle, une psy géniale que vous avez eu l'occasion d'entendre dans l'épisode 23. Bonjour Isabelle et bienvenue sur ce 31e épisode du podcast. Bonjour Kelly. Merci d'avoir accepté de participer. Et du coup, la question à laquelle nous aimerions tenter de répondre, c'est comment surmonter la peur de l'engagement dans le cadre de la relation de couple. Donc tout d'abord Isabelle, de quoi a-t-on besoin pour réussir à franchir le cap de l'engagement ? En plus des sentiments d'amour réciproque, bien évidemment, et du fait de se connaître un minimum, chaque partenaire dans le couple a principalement besoin de sécurité pour sauter le pas. C'est très vrai. Pourrais-tu nous en dire plus sur la sécurité et quelle forme prend-elle ? Alors il y a d'abord la sécurité physique. Dans le couple, on a besoin de s'assurer que l'autre ne va pas être violent, qu'il va apporter de la protection. Dans le couple, on a besoin de se sentir protégé. C'est une forme de sécurité. Tout à fait. Il y a la sécurité matérielle, s'assurer que l'autre ne va pas mettre en danger les ressources financières du couple. Effectivement. On a besoin de se sentir en sécurité par rapport à cet aspect-là. Il y a la sécurité que je nommerais spirituelle. On a besoin de partager avec l'autre un certain nombre de croyances, voire de valeurs, quand on n'a pas de foi en commun, mais au moins des valeurs communes. Et enfin, il y a la sécurité affective, bien sûr, qui passe par le fait de se sentir aimé, on l'a vu, donc d'avoir des preuves d'amour réciproques, se sentir compris, avoir confiance en l'autre, essentiel, se reconnaître dans l'autre, sentir qu'on a des points communs. Pour certains couples, il y a besoin d'avoir beaucoup de points communs. Les partenaires qui vont construire un couple plus fusionnel, ils ont besoin de passer du temps ensemble, d'avoir beaucoup de points communs. Il y a le besoin de stabilité aussi pour certains couples. Alors je dirais la stabilité non pas affective, ça c'est pour tous les couples, mais la stabilité d'avoir des activités récurrentes, des choses, un rythme très routinier. Ça peut rassurer dans certains couples. Et puis je dirais un autre point qui est fondamental pour moi, pouvoir se projeter dans le futur avec l'autre. Besoin de se projeter dans l'avenir. Je pense que pour un couple, s'il n'y a pas cette projection dans l'avenir ensemble, c'est compliqué. C'est insécure, ça génère de l'insécurité. Qu'entends-tu par le fait de se projeter ? Est-ce que c'est de pouvoir penser au couple dans 15, 20, 30 ans ? Alors non, pas forcément. Je pense que on se projette de moins en moins à long terme. La société évolue et change sur ce point-là, mais se projeter de manière littérale, c'est avoir des projets ensemble et faire des projets ensemble. Et de pouvoir déjà se dire que dans quelques mois on va faire ça ensemble, c'est se projeter, c'est partager une vision commune, partager des projets communs, et c'est important dans un couple, de pas seulement vivre au jour le jour. Ça peut être très insécure pour les partenaires d'un couple de ne vivre qu'au jour le jour. Ne pas avoir de projet commun serait donc contradictoire avec le besoin de sécurité recherché ? Oui, et puis à mon sens, ça peut aussi générer de l'inquiétude. Et des représentations peut-être erronées aussi. Si on a quelqu'un à côté de soi qui ne se projette pas, on peut penser qu'on n'est pas assez aimé ou qu'il y a un problème d'amour, que l'autre n'a pas envie de faire un bout de chemin avec soi. C'est à ça que je pense. D'accord. Merci Isabelle. Très intéressant. Et selon toi, y a-t-il des différences hommes-femmes dans l'expression de la sécurité ? Alors, sans rentrer dans des clichés sexistes, mais je pense que le besoin de sécurité chez la femme et le besoin de compréhension, notamment, va passer par le fait de se sentir écoutée quand elles expriment leurs besoins, leurs émotions, leurs désirs, etc. Chez l'homme, je pense que le besoin de sécurité affective va passer peut-être par le fait de se sentir plus accepté comme il est et respecté aussi en tant qu'homme dans son autorité. La société balaye beaucoup les représentations et je trouve qu'on peut malmener
parfois l'image de l'homme. Alors attention, hein, l'image de la femme a été beaucoup dénigrée et malmenée jusque-là dans la Oui. société. Mais parfois, les revirements sociétaux et l'égalité homme-femme crée parfois dans les représentations de l'homme, je trouve, de la dévalorisation et les hommes peuvent se sentir peut-être moins valeureux, on est moins dans l'image de l'homme qui Mhm. protège et il faut faire attention à la façon dont les hommes peuvent se sentir malmenés par les nouvelles représentations sociétales. Oui, donc ce côté de la femme qui est plus indépendante et qui, entre guillemets, n'aurait pas besoin de l'homme, du coup, pourrait malmener son «rôle» entre guillemets ou sa position dans le couple? Ça peut générer en termes de reconnaissance, si l'homme n'est pas reconnu dans un couple, non pas en tant qu'homme protecteur fort, mais dans ses qualités, etc., ça peut créer des failles narcissiques chez l'homme. Qu'entends-tu par faille narcissique? L'homme peut se sentir inutile ou fragilisé. Oui, c'est surtout en termes d'utilité, je pense, d'avoir une place, de compter. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. De savoir qu'il a un rôle finalement au sein du couple et auprès de la femme. Exactement, savoir qu'il compte, qu'il peut être important pour la femme. Et quand on crée des nouveaux couples, une nouvelle forme de couple, on n'est pas obligé effectivement de rentrer dans les images classiques de l'homme protecteur et de la femme Mmh. vulnérable, mais il faut répondre aux besoins de chacun en ayant chacun une place et de la reconnaissance venant de l'autre qui soit identifiée pour ses Oui, qualités. oui. Peut-être pas des qualités de protection chez l'homme, mais d'autres qualités. Il faut substituer ces représentations sociales anciennes de l'homme qui protège la femme. Si on ne construit pas un couple sur ce modèle-là, il faut que chaque partenaire dans le couple, homme et femme, ait une identité forte avec des valeurs reconnues ou des qualités fortes reconnues par l'autre et mises en avant. C'est très intéressant ce que tu précises parce que ça voudrait dire que si ces caractéristiques ne sont pas prises en compte par le vis-à-vis, ça pourrait mettre à mal le couple? Oui, chacun a besoin de se sentir aimé en obtenant de la reconnaissance de l'autre. Chacun a besoin de se sentir reconnu et avoir de la valeur dans le regard de l'autre. Oui, c'est essentiel effectivement. Et quoi faire si on est en relation avec une personne qui a peur de s'engager, alors que personnellement on se sent prêt à l'engagement? Alors je dirais déjà laisser du temps à l'autre, à celui qui a plus peur, parler de cet engagement, de cette peur de l'engagement, rassurer l'autre, essayer d'identifier la peur qu'il y a derrière. Parfois, c'est le fantasme que le couple est liberticide qui va générer une peur de s'engager, ou dans d'autres cas, c'est les échecs passés. Les expériences d'infidélité, notamment, créent de vraies difficultés pour s'engager lorsqu'on a été Oui. trompé. Euh, Il y a une faille narcissique, une vulnérabilité qui s'installe et qui va faire craindre la répétition, comme si on était devenu trompable. Et ça, c'est le cas pour les femmes comme pour les hommes. Mmh. Donc, c'est important d'identifier ces peurs-là et puis d'en parler et du coup de créer un couple qui va répondre aux besoins de chacun. Il y a plein de façons différentes d'être en couple et si on a vécu des traumas, etc., des échecs, on peut construire un couple qui va être un petit peu différent de ce qu'on a vécu. C'est la même chose quand on craint que le couple soit liberticide. Il y a des partenaires qui ont cette représentation qu'ils vont être privés de liberté, que le couple Mmh. emprisonne. C'est important de parler du couple dont on a envie, parce que tout le monde a envie d'être aimé, tout le monde a envie d'être en couple, mais pas forcément dans des images classiques peut-être. Et c'est possible de créer son couple en laissant de l'autonomie à chacun. Et c'est important de réfléchir à quel couple on a envie de créer et d'ajuster. Voilà, c'est important de construire son couple, je dirais, en tenant compte de la vision des deux. Oui, d'une certaine manière, c'est le couple est le fruit ou le résultat de 2 entités, 2 personnalités propres avec leur vécu, leur parcours, leurs histoires, leurs bagages, respectifs et on peut difficilement composer sans tenir compte finalement de cette spécificité, de cette particularité propre à chacun et comme tu l'as très bien dit, c'est important de pouvoir en discuter. Oui, et je dirais même que
comme chaque partenaire dans le couple arrive avec son bagage, le seul moyen de réussir son couple, c'est de créer une entité nouvelle. Il n'y a pas de prototype, il n'y a pas de mode d'emploi, si ce n'est que de créer. Chaque couple, c'est comme chaque enfant est Oui, unique. Et c'est très important. Et la clé du succès, c'est vraiment de créer son couple à soi. c'est tellement ça, c'est tellement ça. Et du coup, une fois que le couple est créé, si on se rend compte que finalement, il y a quelques regrets après s'être engagé, est-ce que la séparation est la seule issue? Dans certains cas, oui. Mais je dirais que il y a des outils à tester avant de se séparer. La thérapie de couple, Mmh. notamment, peut apporter de la compréhension Mmh. réciproque, à condition qu'il y ait encore de l'amour dans le couple et que les partenaires aient la volonté de faire des efforts pour retrouver l'harmonie. Alors parfois, on sent plus qu'il y a encore de l'amour, mais le fait d'avoir envie de se battre pour ce couple, c'est un très bon indicateur. Alors l'envie de se battre, ce serait du coup le désir finalement que le couple perdure malgré le fait que l'un des 2 se désinvestisse de la relation? Exactement. On peut être déçu, on peut être abîmé par des blessures que le partenaire nous a fait. Se battre, c'est continuer de comprendre ce qui se passe, continuer d'en parler, faire cette démarche thérapeutique parfois. Mmh. Se battre, c'est faire des efforts. C'est pas baisser les bras tout de suite, c'est pas abandonner, c'est chercher des solutions avec des tiers extérieurs. Parfois, de se laisser du temps de séparation pour pouvoir mieux revenir, c'est aussi une solution, à condition de prendre du recul, de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'interroger sur ce couple. C'est tout ça, se battre. Se battre, c'est trouver tous les outils qui vont nous permettre de revenir ensemble. Merci Isabelle pour tes réponses très enrichissantes. Aurais-tu 3 clés à proposer à nos auditeurs et auditrices en lutte contre cette peur de l'engagement? Alors oui, la première, ça serait de prendre le temps d'identifier les attentes de chacun concernant le couple, les représentations, ainsi que les craintes que l'idée de se mettre en couple peut générer. Ça, c'est la première chose. À ce niveau-là, aurais-tu, des exemples d'attentes qu'on peut avoir dans le couple? Alors, les attentes, par exemple, ça va être effectivement ce dont j'ai parlé tout à l'heure de ce couple fusionnel, d'avoir un partenaire ou une partenaire qui vient combler notre sentiment de solitude, ou notre peur de la solitude Mmh. peut-être, et avec qui on ferait tout. Pourquoi pas? Mais il faut que ce soit aussi le besoin et que ça réponde à la représentation de l'autre. C'est ce que j'ai nommé le couple fusionnel tout à l'heure. D'accord. Voilà, ça c'est un type par exemple de représentation. Euh, Où effectivement on parlait de projection dans le futur, quelqu'un qui est prêt à s'engager pour avoir des enfants par Mmh. exemple. C'est pas le même type que de couple qu'un couple qui va s'engager principalement pour découvrir le monde, voyager. Ça correspond pas aux mêmes attentes ni aux mêmes âges de la vie, par exemple. Effectivement. Et en termes de craintes, quelles sont les craintes auxquelles, certains couples peuvent être confrontés, à titre d'exemple? Alors la crainte, effectivement, par exemple, de devoir tout faire à deux, ça serait le pendant négatif du couple Mmh. fusionnel. La crainte de ne plus voir ses amis. Oui, oui. C'est souvent nommé ça, la crainte de ne plus aller au sport, plus pouvoir aller au sport, ou la crainte d'avoir une logistique, une charge en vivant à deux un petit peu trop importante aussi, une répartition des tâches qui soit pas adéquate. Voilà, il y a plein de chaque partenaire a ses représentations et ses craintes dans le couple. Et du coup, quelle serait la deuxième clé que tu proposerais? Alors, de parler de ses craintes et de ses représentations, les identifier d'abord individuellement, ensuite en parler ensemble, et puis enfin, réajuster ce qui ne convient plus au fur et à mesure que le couple évolue et qu'on avance ensemble. Parce que bien sûr que les représentations, les attentes pardon, et les craintes changent. Il y a des craintes qu'on balaie en vivant ensemble, puisqu'on crée le couple dont on a besoin et Mmh. envie. Et puis, en avançant, on peut avoir d'autres craintes et on peut avoir d'autres besoins Tout dans à le fait. couple. Et finalement, un couple, c'est pas un long fleuve tranquille et c'est l'histoire d'une vie. Euh, et donc, ce qui est important, c'est de réajuster et d'avancer en faisant évoluer le couple.
Oui, d'une certaine manière, le couple évolue, au rythme de l'évolution des membres qui le composent. C'est-à-dire que lorsqu'on commence la relation, puis ensuite, lorsqu'on a déjà, je sais pas moi, 5 ou 10 ans de relation de couple, chacun a évolué au sein de la relation, si en plus il y a eu des enfants entre-temps, voilà, le fait d'être un couple parental, ça amène d'autres évolutions. Donc ce que tu veux dire, c'est que, voilà, c'est quand c'est l'histoire de toute une vie, c'est que ça «bouge» entre guillemets à l'intérieur du couple dans les représentations et les attentes de chacun. Dans la manière de vivre aussi, le couple au quotidien et que donc les réajustements se font au au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des étapes de la vie de couple. Exactement, je dirais même que, la clé du succès pour un couple, c'est un couple qui va évoluer, qui va réajuster, qui va bouger, qui va changer, au fur et à mesure qu'il vit. Et oui, parce qu'un couple qui finalement resterait figé dans une forme rigide risquerait de s'éteindre. Exactement. La vie du couple est très importante et j'ai beaucoup aimé, cette image que tu utilises en parlant de la ouais, du terme de vie. C'est vraiment ce côté, cette dynamique finalement qu'on retrouve derrière, le mot vie, hem, qui offre plein de possibilités et je rebondis sur ce que tu expliquais un peu plus tôt dans le fait on construit le couple à l'image de qui on est finalement et qu'il y a pas de couple identique. Chaque couple est unique. Voilà, chaque couple est unique et chaque couple est C'est dynamique. exactement ça. Bien franchement Isabelle, je n'ai pas de mots à ajouter. C'était juste, une intervention très juste, très précise qui apporte, ou rappelle des éléments si importants dans la relation de couple et comme tu l'as expliqué, la clé du succès, c'est vraiment, voilà, de rester un couple vivant, un couple qui évolue. C'est un plaisir de t'avoir sur ce podcast Isabelle et je ne te dis pas au revoir, je te dis à bientôt parce que c'est pas fini. Merci beaucoup Kelly pour ta Avec confiance. grand plaisir. Merci, Au revoir Isabelle et à très bientôt. à très bientôt. On approche à grands pas de la fin de cet épisode, mais avant, j'aimerais vous partager la manière dont Aurélie a surmonté sa peur de l'engagement. Aurélie est une quarantenaire que son entourage qualifie volontiers de commandante. Elle est pleine d'amour, toutefois, elle aime quand tout est sous contrôle et ses relations en font les frais. Aurélie a été mariée, c'est aussi une heureuse maman. Toutefois, le papa et elle ont divorcé sur la demande d'Aurélie qui se sentait mourir dans la relation, pour reprendre ses mots. À cette époque, Aurélie approchait de la trentaine. Une fois divorcée, elle a tenté plusieurs fois de refaire sa vie. Malheureusement, elle finissait systématiquement par rompre en trouvant tous les torts possibles à ses chers messieurs. Suite à une dépression, Aurélie a fait une psychothérapie. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle sabotait ses relations à partir du moment où une forme d'engagement était envisagée. Elle redoublait inconsciemment d'efforts pour tenir ces messieurs à une distance suffisante afin de garder le contrôle sur sa vie et ne pas avoir à la partager. Aurélie a réalisé qu'elle souffrait d'un profond sentiment d'insécurité. Elle avait peur d'être rejetée, abandonnée, trompée, manipulée. C'était d'une part lié à l'environnement familial dans lequel elle avait grandi et d'autre part à son mariage dans lequel elle était loin de pouvoir tout contrôler. Le comportement de son ex-mari ne faisait que renforcer ses angoisses. Aurélie s'est mariée très jeune pour fuir sa famille sans réaliser ce que représentait cet engagement. Elle a finalement eu peur de se retrouver à nouveau coincée dans une relation. En travaillant sur elle, Aurélie a réalisé qu'elle ne s'était jamais sentie en sécurité dans une relation. C'est pour cela qu'elle avait besoin de tout anticiper et tout garder sous contrôle. Elle a travaillé un certain temps sur ses angoisses, ses blessures passées, les difficultés à lâcher prise, jusqu'au jour où elle a rencontré un homme avec lequel elle s'est sentie profondément en confiance. Elle n'avait plus besoin de tout contrôler à ses côtés. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Et c'est avec lui qu'elle a accepté de s'engager. Il a dû faire ses preuves, bien sûr, se montrer patient, persévérant et rassurant, car Aurélie ne lui a pas facilité la tâche, loin de là. Elle l'a mis à l'épreuve à de multiples occasions, elle a même tenté de rompre, mais c'est solide comme un roc qu'il a prouvé à Aurélie sa sincérité, sa détermination à s'investir dans une relation sérieuse et durable. Cela fait maintenant plusieurs années que leur couple partage le pire et le meilleur en restant soudés. On peut voir que les 3 clés proposées par Isabelle se retrouvent dans le témoignage d'Aurélie. Elle a identifié ses insécurités, ses peurs. Elle en a parlé avec son partenaire de vie qui a fait le choix de rester auprès d'elle en ne se laissant pas décourager par les tentatives d'Aurélie de fuir la relation. Il est resté présent et rassurant. Et pour finir, Aurélie a appris à sortir des schémas répétitifs rigides qui l'amenaient à saboter ses relations. Aux côtés de cet homme, elle a réajusté son comportement.
Elle a accepté de lâcher prise en s'ouvrant à la relation et elle est heureuse de ce choix. Voilà, on arrive à la fin de ce 31e épisode de Relationnellement Vôtre. Vous avez les précieuses infos apportées par Isabelle ainsi que ce témoignage pour vous encourager et pour qu'une peur de plus cesse d'entraver votre marche dans l'épanouissement. Et à vrai dire, c'est pas fini. Du coup, si vous avez des questions, si vous avez un témoignage à partager sur la manière dont vous avez réussi à surmonter la peur de vous engager, n'hésitez pas à envoyer un message à Relationnellement Vôtre directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr en cliquant soit sur Contact tout en haut à droite ou tout en bas de la page d'accueil Je contacte Relationnellement Vôtre. Ou vous pouvez encore envoyer un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Nous répondrons à vos questions dans les meilleurs délais et le témoignage sera publié sur la page Instagram en préservant votre anonymat, bien sûr. Toute cette série d'épisodes sur la manière de surmonter ces peurs qui empêchent l'épanouissement peuvent remuer pas mal de choses en vous. Sachez que vous pouvez faire appel aux compétences des psys et des coachs qui travaillent en collaboration avec Relationnellement Vôtre. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse indiquée juste avant, relationnellementvôtre@gmail.com. Bon, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour aborder une dernière peur, et il s'agit de la peur de l'intimité. On se dit à très vite, et d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.